Bonjour à tous. Bonjour Nelly, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous allez bien en cette veille de printemps ensoleillé. Alors, si vous aimez l'action, le suspense, les cascades, les effets pyrotechniques à gros budget, vous êtes probablement trompé de chaîne aujourd'hui puisque nous allons parler de facture électronique. Alors, ne zappez pas tout de suite, hein, ce webinaire promet pour autant d'être passionnant puisque il sera présenté par ma collègue et amie Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Quentin. Qui nous parle en direct de nos studios d'Hollywood, hein Nelly, ce qui explique le léger retard entre mes questions et tes réponses. Je vais te laisser te présenter Nelly pour nous parler du sujet également de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis Nelly Marsal. Je suis experte finance et digitale au sein de la société LCS Group Plénitude. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le cadre légal de la réforme, vous verrez, mais également répondre à toutes les questions que vous avez besoin. Et donc du coup, je suis votre humble servitrice aujourd'hui. Alors, en parlant de questions, justement, je vais reprendre un petit peu les petites indications techniques d'usage en début de webinaire. Donc, vous avez un chat sur votre droite. Vous pouvez y poser toutes vos questions. On essaiera plutôt d'y répondre en fin de session. Vous aurez également accès au replay de ce webinaire juste à la fin. Et vous avez la possibilité de télécharger dans les documents la présentation également. Voilà, donc je te laisse maintenant la parole, Nelly, pour démarrer et entrer dans le vif du sujet. Et puis moi, je vais m'éclipser. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat quand même. En fonction, on pourra quand même regarder les questions et potentiellement y répondre au fur et à mesure. Quentin sera vigilant sur le chat. Bien entendu. Merci beaucoup, Quentin. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler réforme sur la facturation électronique. Vous allez voir, je vais utiliser pas mal d'acronymes, notamment RFE, réforme facturation électronique. Ça m'arrive très souvent et je m'en excuse par avance. Donc, un premier point sur le cadre légal de cette réforme. Puis, je vais vous détailler le schéma des flux, donc un schéma plutôt général pour vous expliquer comment ça va se passer entre les PDP, les clients, les fournisseurs et la DGFiP, mais également un schéma un peu plus détaillé techniquement pour que vous puissiez comprendre au sein de votre société quels sont les flux que nous devons échanger et avec qui. Et enfin, nous pourrons vous proposer donc voilà notre approche pour anticiper cette réforme, pour s'y préparer, et bien évidemment les différentes solutions du marché qui s'offrent à vous et les solutions qui sont portées par le groupe Plénitude. Voilà. On va commencer sans plus attendre sur la partie cadre légal de la réforme. Donc juste un petit rappel très rapide, cette réforme en fait elle date déjà de 2020. Où en fait on a commencé à la mise en place de la fameuse plateforme Chorus Pro, qui était donc une obligation pour tous d'émettre nos factures à destination de la sphère publique sur la plateforme Chorus Pro. Et donc là, voilà, ça a été les prémices. Mais aujourd'hui, donc, on a bien compris que cette réforme s'étendait à toutes les sociétés françaises soumises à TVA. Et pourquoi cette réforme? Donc, du coup, voilà, les 4 grands thèmes qui ont été bien sûr mis en avant, c'est lutter contre la fraude à la TVA, ce qui implique, vous allez voir les différents échanges de flux qu'on va avoir avec la DGFiP, faciliter également les déclarations de TVA, simplifier la vie des entreprises d'un point de vue distribution de la facture, et également voilà connaître son activité en temps réel. Alors j'avoue qu'on est plutôt sur une connaissance de la DGFiP plutôt que de la nôtre. Nous savons tous que nous connaissons notre activité au sein de nos sociétés. Je vous propose d'avancer très rapidement sur la partie date d'application. Donc, ces dates, elles ont été revues à l'été 2025 avec donc du coup une mise en place de l'obligation pour tous en réception à partir du 1er septembre 2026.
Donc, l'obligation pour tous en réception, c'est que toute société française aujourd'hui devra pouvoir récupérer ses factures au format électronique à partir du 1er septembre 2026. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, à cette même date, nous avons les très grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui ont, elles, l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique. Donc, pour ça, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir les réceptionner. Et après, donc ça, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est 1er septembre 2027 pour toutes les autres entreprises qui devront se mettre à l'obligation d'émettre les factures au format électronique. Donc voilà, 2 dates à retenir. 1er septembre 2026, je dois être en capacité de réceptionner mes factures fournisseurs au format électronique ou également de devoir les émettre en fonction de la taille de ma société. Et 1er septembre 2027 pour tout le monde, donc on y passera. Nelly ? Oui. Est-ce que je peux déjà t'interrompre ? Bien sûr, allons-y. Alors, ce que je vais proposer à nos participants qui sont encore en train d'arriver, bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est de remplir un petit sondage que vous retrouverez donc juste en dessous de l'onglet chat sur votre droite. Vous avez un petit sondage pour lequel je vais ouvrir les votes à l'instant. La question étant, avez-vous déjà initié une démarche de mise en conformité RFE ? Voilà, donc je vais vous laisser le temps tranquillement de répondre durant ce webinaire. Et je te laisse, Nelly, reprendre la suite des événements. Bon, parfait. Merci beaucoup, Quentin. Donc, du coup, on va passer sur la partie schéma des flux de la réforme. Ces schémas, en fait, il a été un petit peu amendé suite à une annonce qui a été faite par la DGFiP courant octobre 2024, cette fois-ci, qui a dit, donc voilà, je replante un petit peu le décor. Initialement, on avait, la DGFiP disait, je vais mettre à disposition ce qu'on appelle la PPF, la plateforme publique de facturation, donc qui était une plateforme gratuite pour tous et qui permettait aux utilisateurs, aux entreprises, de pouvoir déposer les factures donc dans l'obligation d'émission, mais également de réception. Et en octobre 2024, la DGFiP a annoncé l'abandon de cette plateforme et donc du coup, on a dû revoir ce schéma d'échange de flux entre la DGFiP, les entreprises et bien évidemment toujours en passant par cet intermédiaire, par le PDP. PDP, ce sont en fait des plateformes dématérialisées partenaires de l'État. Donc, ce sont des plateformes qui ont été soumises à un dossier de candidature de la part des éditeurs qui doivent être donc du coup certifiés par la DGFiP ayant donc du coup répondant aux obligations que la DGFiP impose en termes de réception et d'émission de factures au format électronique. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces plateformes-là, qui sont ici représentées par mon petit anneau ici et ici, sont finalement aujourd'hui devenues obligatoires pour les entreprises pour pouvoir faire cet échange de factures et du coup des données d'encaissement. Donc ça, c'était la nouveauté d'octobre 2024. Hop. Pardon. Qui nous permet donc du coup de commencer à regarder les différents échanges de flux. Donc, la plateforme publique de facturation feu n'est plus. Néanmoins, la DGFiP maintient ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire l'annuaire des entreprises françaises, pour pouvoir permettre en fait à chaque société de déclarer sur cet annuaire finalement quel est son PDP, donc sa plateforme dématérialisée partenaire, dans laquelle les fournisseurs devront déposer les factures pour pouvoir m'envoyer leurs factures de vente. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que j'ai bien une PDP qui est plutôt dans l'émission, une PDP qui est plutôt dans la réception. Néanmoins, elles peuvent être la même. Pour moi, en tant que société, je peux avoir une seule PDP ou bien plusieurs. Et ces PDP ont l'obligation de transmettre mes fichiers, donc mes flux de vente et mes flux d'achat au format obligatoire. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la partie fournisseur. Donc, moi, Société Française, en tant que fournisseur, j'ai une obligation d'émission. Donc, soit je rappelle au 1er septembre 2026, soit au 1er septembre 2027, en fonction de la taille de ma société.
Et donc, pour cela, j'ai deux flux qui sont à transmettre. Un premier flux qui est symbolisé ici par donc mes flèches orange et ma petite facture, qui est le flux de invoicing. Donc, le flux de invoicing, c'est plutôt simple, vous allez voir. C'est une question juste de savoir si ma facture est à destination d'une société française soumise à TVA ou du gouvernement. Donc, on va parler de B2B domicile, donc à destination d'une société française soumise à TVA, ou en B2G, qui est le business to government, donc directement à déposer sur Chorus Pro. Donc, ces factures-là doivent être donc envoyées à ma PDP. Ma PDP se charge dans un premier temps de faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. Et c'est une de leurs obligations. Ils ont pour obligation d'aller consulter l'annuaire pour savoir si ma facture est conforme et à quel PDP, réception, je dois envoyer cette facture-là en fonction du SIRET du client facturé. Donc, ce qui est important, c'est que avec la réforme, nous avons 4 nouvelles mentions obligatoires qui sont apparues, mine de rien. La première, c'est l'obligation de mentionner le numéro de sirène sur les factures. Aujourd'hui, on avait le numéro de TVA Intra et c'était tout en obligation. Donc aujourd'hui, demain, on aura également le numéro de sirène et c'est grâce à ce numéro de sirène SIRET que nous allons pouvoir consulter l'annuaire et donc du coup que la PDP saura à quel PDP elle devra envoyer le flux e-invoicing pour que la facture arrive chez le client. Donc ça, c'est la première chose, cette vérification d'identité qui est une obligation. Deuxième chose, je vais donc du coup pouvoir transmettre la facture au client final, mais je suis également dans l'obligation d'envoyer un flux de invoicing à l'administration française également. Pourquoi ? Tout simplement que l'administration française puisse avoir l'information sur toutes les données de chiffre d'affaires qui a été généré en B2B domicile et en B2G. Ça, c'était donc pour le premier flux. Après, nous avons un autre flux. Donc là, vous avez vu, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les factures émises pour les sociétés françaises ou le gouvernement, mais après, il y a tous les autres types de factures. Et donc, les autres types de factures qui sont le B2C, Business to Customer, ou le B2B international, elles devront transiter par un flux qui est dit un flux de e-reporting. E-reporting, pourquoi ? Parce que c'est plutôt un flux agrégé. Pourquoi ? La DGFiP n'a pas besoin d'avoir l'information TVA, puisque du coup, il n'y a pas de TVA collectée chez les particuliers et ni chez les entreprises étrangères. Donc, du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir ici avoir le détail de TVA déductible et de TVA collectée. Pardon, j'ai dit collecté tout à l'heure, mais c'était bien déductible, qui est échangé entre les entreprises françaises. D'accord ? Donc, une autre mention obligatoire qui devra avoir sur la facture, ce sont l'exigibilité de la TVA et le type de prestation. Donc, du coup, le type de vente. Je suis dans l'obligation en 2026, d'indiquer dans chacune de mes factures si c'est une vente sur prestation de service, si c'est une vente sur bien ou si c'est une vente mixte. Pourquoi ? Parce que l'exigibilité de la TVA en découle également. Donc, du coup, ça permettra à la DGFiP de bien identifier à quel moment je vais collecter ma TVA et à quel moment le client, lui, aura déduit cette TVA sur la facture. Nelly, est-ce que le choix de la PDP est libre pour chaque entreprise ? Alors, oui, totalement. C'est-à-dire que la DGFiP ne vous impose ni un nombre, ni une PDP. Aujourd'hui, on a 80 éditeurs qui ont candidatés, donc qui sont provisoirement certifiés par la DGFiP. Vous verrez, on va avoir une certification définitive plutôt fin 2025, début 2026, selon le calendrier de la DGFiP. Et donc oui, totalement, il n'y a pas aujourd'hui l'État n'impose pas une PDP. Vous avez le choix là-dessus et vous pouvez même en choisir plusieurs en fonction des outils que vous utilisez ou en fonction du type de flux que vous avez au sein de votre société. Donc, c'est bien pour ça qu'ici, on image sur deux PDP différentes pour bien comprendre que chaque entreprise est libre de choisir sa PDP, ou ses PDP.
Donc là, vous avez vu, on a bien vu la partie flux sortant. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux sortant, le invoicing et le e-reporting. Donc, le e-reporting n'arrive finalement jamais au client. Donc, il faudra néanmoins choisir une PDP qui pourra prendre en charge ce flux de e-reporting dans le sens, je vais arrêter quand même d'envoyer par voie postale mes factures éventuellement, et je vais pouvoir utiliser de la dématérialisation à valeur probante sans pour autant être RFE, puisque du coup, je n'ai pas l'obligation d'être RFE. On a néanmoins aujourd'hui en Europe, et aujourd'hui dans le monde également, un réseau qui se met en place, ça existe déjà dans d'autres pays européens et dans d'autres pays du monde, des plateformes également étatiques qui permettent les échanges de flux au niveau des factures. Donc, on a quand même aujourd'hui certaines PDP sur le marché qui sont également à l'international et donc qui seraient capables de prendre en charge le flux international au format électronique du pays en question, du pays destinataire, et donc du coup directement d'aller déposer votre facture de vente sur la plateforme du pays de destination. Donc ça peut être quand même quelque chose qui peut être intéressant pour vous d'aller regarder si vous faites beaucoup de ventes à l'étranger. Donc là, on a vu, comme je vous disais, le flux sortant. Maintenant, si on se positionne en tant que client, donc on va avoir ce qu'on appelle le flux entrant. Ce qui va se passer, c'est votre PDP va être finalement réceptacle de l'ensemble des factures de fournisseurs. Donc, votre PDP ou vos PDP, encore une fois. Je vous donne un exemple. Si jamais vous êtes aujourd'hui cliente d'une société qui fait de l'EDI, avec qui vous travaillez en EDI déjà aujourd'hui, vous pourriez très bien choisir une PDP EDI pour le flux EDI et une autre PDP pour le reste de votre sphère économique qui permet en fait de déposer directement les factures et que vous puissiez les traiter. Donc ici, je pourrais avoir plusieurs PDP qui me permettent en fait tout simplement de récupérer, de réceptionner l'ensemble de mes factures fournisseurs. Donc voilà, l'obligation de cette réforme, elle s'arrête là. C'est-à-dire que je dois m'équiper d'une PDP, lui envoyer mes flux de factures, mais je dois également lui envoyer mes informations de paiement. Et ça, c'est très important. Je vais y revenir en détail dans la slide d'après. Hop. Juste un petit mémo là au niveau des prochaines étapes. Donc, on est sur la phase pilote de l'annuaire. Elle n'est pas complètement terminée, donc ils sont un tout petit peu en retard. Mais on est encore, on est encore dans le bon trimestre pour la mise en production de l'annuaire, ce qui ne saurait tarder. Je vous parlais de fin 2025, l'immatriculation définitive des PDP. Aujourd'hui, les 80 candidats sont tous certifiés provisoirement, donc ils ont déposé le dossier, ils répondent conformément aux obligations que la DGFiP demande, mais on attend les premiers échanges de flux, les premiers tests, et notamment la partie annuaire pour pouvoir certifier définitivement nos acteurs PDP. Pour enfin, premier trimestre 2026, commencer la phase de pilote avec la DGFiP et permettre donc comme ça de tester les premiers cas d'usage. Et donc voilà, effectivement, aujourd'hui, on se rend quand même compte que les sociétés n'échangent pas toutes le même type de flux. Et nous avons identifié donc sur les différents ateliers qui s'est passé entre la DGFiP, la FNFE, la FNOR et les différents acteurs, 36 cas d'usage aujourd'hui. Donc ça va faire partie effectivement de votre préparation à la mise en conformité, vérifier vos différents cas d'usage en termes de réception et d'émission de facture. Et ici, le petit rappel sur 1er septembre 2026 ou 1er septembre 2027 pour les très grandes entreprises, les ETI, les TPE-PME. Donc ici, vous voyez, en réception en 2026, en émission en 2027, avec un tout petit rappel sur ce que c'est. Voilà, une très grande entreprise, c'est plus de 5000 salariés. Et etc. En sachant que quand tu parles de TPE moins de 250 salariés, il y a déjà une question sur le chat à ce sujet, ça concerne également les auto-entrepreneurs. On est d'accord. Tout à fait. C'est tout le reste, c'est toutes les autres sociétés. Je vois une question également, Chorus Pro va-t-il rester ? Oui, totalement.
Chorus Pro est maintenu. Donc, du coup, on a, si je reviens sur ma diapositive précédente, les fournisseurs, donc au niveau des PDP, je vais donc en fait considérer Chorus Pro étant une PDP entrante pour mon client état. Donc, on maintient bien Chorus Pro. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que du coup, les PDP seront dans l'obligation de pouvoir échanger avec Chorus Pro. Et donc, vous aurez depuis votre plateforme PDP pour la plupart, donc ça, il faudra quand même s'en assurer, mais des services qui vous permettent d'avoir le retour d'informations sans pour autant devoir se connecter à Chorus Pro pour avoir cette info-là. Alors, je vois que vous avez quand même pas mal de questions. Je vais prendre quelques minutes pour y répondre. Combien de temps faut-il compter pour mettre en place une PDP? Alors, ça va dépendre de la complexité de vos flux. On va de 3 à 15 jours en fonction de la complexité de vos flux. Mais voilà. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est comment vous êtes déjà équipé, d'outils, sur quels outils. Donc, du coup, tout va dépendre de votre système actuel. Mais voilà, on va de minimum, allez, je vais dire, dans 3, j'ai été un petit peu gourmande, un minimum de 2 jours à 15 en fonction de la taille de votre société, du nombre de cas d'usage, du nombre de flux que vous avez. Combien de... sont-elles toutes payantes? Alors, très bonne question. Je ne les connais pas toutes. Il se peut qu'il y en ait qui ne soient pas payantes, et je pense notamment aux ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des ERP, donc par exemple Sage, Cegid, SAP, EBP, enfin voilà. Et je sais que certains d'entre eux sont inclus le service dans le loyer de la solution comptable et de gestion. Voilà. D'autres le sont du coup, puisqu'elles sont spécialisées là-dedans. Est-ce que cela concerne les auto-entrepreneurs qui font les prestations de services pour les autres entreprises? Oui, tout à fait. Et donc ensuite, on ne voit pas le schéma des flux entrant chez le fournisseur. En fait, le schéma des flux entrant chez le fournisseur, c'est comme si vous étiez un client, du coup. Donc, vous êtes situé ici. Et là, vous attendez votre réception. En fait, soit on se situe dans un rôle de fournisseur pour mes factures de vente, soit je me situe ici sur le rôle de client pour mes factures d'achat. Attention à ne pas confondre RFE et démat du process achat. C'est-à-dire que l'obligation de la réforme, c'est juste la transmission de la facture, la réception de la facture. C'est pas pour autant que on vous oblige à vous équiper d'un outil qui fait un enregistrement automatique, un workflow de validation de votre process achat, un rapprochement commande facture si vous avez un ERP, de gestion de commande d'achat avec une gestion de stock. Là, la réforme sur la facturation électronique ne concerne que l'émission et la réception. Chaque entreprise est donc du coup complètement autonome et complètement indépendante sur son choix de digitaliser le process de traitement de facture ou pas. Après les réceptions, j'entends. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Du coup, ensuite, des factures sans TVA devront-elles passer par ces systèmes? Alors, les factures sans TVA, elles devront passer par le e-reporting à minima. Pourquoi? Parce que si elles sont sans TVA, c'est soit qu'elles sont à l'export, soit qu'elles sont à destination d'une association, ou que je suis une association, et auquel cas, effectivement, je n'ai que cette partie de e-reporting à mettre. Donc, effectivement, je ne vais pas envoyer un flux de invoicing, mais plutôt un flux de e-reporting pour dire, j'ai généré un chiffre d'affaires de 100 qui n'est pas soumis à TVA. Je te propose, Nelly, de poursuivre la présentation et on se gardera quelques questions pour la fin. Très bien. Alors, hop.
Le schéma détaillé ici au niveau du invoicing et du e-reporting, voilà, qui va vous permettre un peu de comprendre quand est-ce que je fais du e-invoicing et quand est-ce que je vais faire du e-reporting, donc symbolisé par du gris ou du vert. Donc ici, on est bien en train de se dire, je suis ma plateforme PDP en plein milieu de tout ça et je suis entourée de mon logiciel de facturation, de mon logiciel comptable qui peut être le même ou qui peut être différent. Et donc, du coup, au niveau de mon logiciel de facturation, je vais avoir mes ventes, soit en B2B international et B2C, soit en B2B et B2G domicile, pour lequel je vais donc du coup envoyer la liste des factures de vente à la plateforme. C'est sur la plateforme finalement qui va faire, enfin, c'est la plateforme qui va faire le tri entre ce qu'elle doit transmettre de façon e-invoicing ou e-reporting. Donc, en invoicing, je transmets facture par facture avec quelques flags. Donc, et ça, c'est la plateforme qui devra le mettre. Donc, on a tout un cahier des charges sur le format de fichier. Encore une fois, l'obligation, c'est de transmettre une facture soit en format FactureX, soit en C2I, soit en UBL. On a aujourd'hui la possibilité de dire c'est mon ERP de facturation qui est en capacité de me générer un de ces trois formats-là, donc je peux lui envoyer directement au bon format. Soit mon ERP n'est pas en capacité de générer ce format-là. Donc, en fait, on a des interfaces possibles qu'on va proposer pour pouvoir envoyer toutes les informations nécessaires à la plateforme PDP. Et c'est la plateforme PDP qui se charge de transformer le format de fichier pour l'envoyer au niveau donc du coup de Chorus Pro et des PDP destinataires ou des plateformes étrangères. Et bien évidemment de la DGFIP. Que ce soit donc d'un point de vue e-invoicing ou d'un point de vue e-reporting. Et donc, quand on est au niveau des ventes, donc la déclaration de mon chiffre d'affaires, je vais avoir un flux de e-reporting et c'est la transaction 10.1. Donc voilà pour la partie déclaration du chiffre d'affaires. Après, j'ai toute la partie encaissement. Ça se voyait pas trop sur le schéma d'avant, mais ça fait partie du e-reporting et c'est une partie très importante puisque c'est grâce à ces informations-là qui transitent par le e-reporting, donc soit en cycle de vie, soit en e-reporting pur, ces informations qui vont être données à la DGFIP vont permettre d'identifier finalement quel a été le chiffre d'affaires que je dois déclarer en TVA. Donc, l'obligation pour le fournisseur, c'est de pouvoir envoyer la liste des encaissements dans un premier temps. Donc, je suis bien finalement plutôt avec l'ERP comptable où depuis l'ERP comptable, je vais identifier quelles sont les factures que j'ai encaissées. Donc, ce sont bien mes factures de vente que j'ai encaissées. Et l'obligation ne tient qu'au fournisseur. En tant que client, je n'ai pas l'obligation de déclarer à la DGFIP quelles sont les factures que j'ai moi payées en tant que client. Donc, du coup, c'est bien au fournisseur d'envoyer l'information d'encaissement. Donc, soit on parle d'une facture qui a été typée en B2B, B2G domicile, auquel cas c'est plutôt du cycle de vie, donc l'encaissement 6. Soit on est sur un encaissement qui concerne une facture en B2B international, et là, on est sur un flux de e-reporting paiement 10.1. Voilà ici le petit flux. Cependant, on a quand même aujourd'hui, au niveau de l'économie française, beaucoup de sociétés qui font donc de la vente au public. Je pense à tous nos magasins chers à nos cœurs. Donc moi, quand je vais acheter mon petit Starbucks, pour pas faire de pub, mais enfin voilà, mon petit café, eh bien ici, c'est une vente au public. On est bien obligé également. Donc le café va lui déclarer ce qu'on appelle des ventes agrégées cette fois-ci. Ces ventes agrégées vont permettre en fait d'envoyer une liste, donc ce sont mes aides de caisse, tout simplement, une liste donc de reporting agrégé, et là on est sur une transaction 10.3, et une liste de reporting d'encaissement agrégé. Une liste d'encaissement agrégé, pardon, et là on est sur du flux de e-reporting en 10.4. Toujours pour pouvoir déterminer le montant de la TVA à déclarer sur le mois d'encaissement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu quelques questions sur le chat là-dessus.
Je les ai mises de côté pour tout à l'heure, mais après, si tu veux. D'accord. À la limite, je te fais ta transition avec la partie suivante, peut-être. Si pour les gens qui nous ont rejoints, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur le chat, vous avez toujours un sondage qui est ouvert. Juste en dessous de l'onglet du chat, sur votre droite, auquel je vous propose de répondre encore pendant quelques minutes. Avez-vous déjà initié une démarche de mise en conformité RFE? Voilà, et je te laisse poursuivre avec nous. Donc, du coup, une fois qu'on a vu comment aller s'orchestrer ces flux, quelles sont les obligations sur la RFE, je vous propose de vous parler de notre approche pour s'y préparer. Parce que là, comme vous pouvez le constater, on a quand même énormément d'interrogations de dans quel tuyau je dois faire passer quel type de document et comment surtout les identifier. Donc pour ça, en fait, la réforme, elle concerne quasiment la totalité des entreprises françaises puisqu'elle concerne toutes les entreprises françaises soumises à TVA. Et pour pouvoir s'identifier, en fait, pour pouvoir anticiper ces changements, il va falloir regarder un petit peu nos différents flux au sein des sociétés. Donc, du coup, nous proposons un diagnostic complet de votre organisation et surtout de la partie échange de flux, donc vos ventes, sachant que quoi qu'il en soit, vous allez continuer d'avoir la partie entrante qui est plus facile d'identification. Néanmoins, je vous rappelle, on a 36 cas d'usage différents qui ont été identifiés. Ces 36 cas d'usage ont un cheminement en termes de flux qui sont complètement différents. Je pense par exemple quand j'ai un tiers payeur, quand j'ai un factor, et donc du coup, je dois quand même envoyer la facture au client final, mais je dois également l'envoyer au tiers payeur, alors que c'est le tiers payeur qui va m'envoyer l'encaissement, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ce sont donc 36 cas d'usage qui ont été identifiés, sur lesquels on a une superbe Bible qui est juste à côté de moi et qui nous permet comme ça de pouvoir anticiper et donc du coup de bien identifier ces différents flux. Donc du coup, la première chose à faire, c'est la cartographie de ces flux. Donc dans un premier temps, le invoicing et le e-reporting, mais surtout la partie cas d'usage au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être le fil conducteur de votre choix au niveau de l'outil qui va vous accompagner. Donc le choix de votre PDP va également découler de ça pour que vous puissiez vous assurer que la PDP va bien réussir à traiter conformément à la RFE l'ensemble de ces cas d'usage. Deuxième chose, c'est la mise en conformité. Donc, la mise en conformité, on va dans un premier temps parler des mentions obligatoires qui sont sur les factures de vente avec donc voilà les 4 nouvelles mentions obligatoires sur les factures de vente. Ensuite, on a une troisième étape qui est le nettoyage des données tiers. Donc, les données tiers, pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, on a l'annuaire qui arrive et que votre PDP est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. Donc, vous devez vous assurer de l'unicité de vos tiers dans vos bases. Code client, bien sûr, mais code fournisseur également, et avec le SIRET, éventuellement, numéro de TVA intra, les adresses, etc. Et donc, du coup, vous avez cette partie-là à faire. Une fois que donc vos données elles sont plutôt propres et que vous avez vérifié toute l'exhaustivité des informations d'identification de vos tiers, on va donc du coup commencer à parler de l'intégration de la solution PDP. Et donc là, encore une fois, vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs PDP en fonction de vos besoins et des différents types de flux que vous avez pour pouvoir aujourd'hui le mettre en œuvre. L'intérêt de le faire le plus tôt possible, donc il y en a deux. Pragmatique, si on attend tous la limite dans le temps, parce que par contre la DGFiP, je pense qu'il n'y aura pas de report, d'accord. Si on attend tous la limite, il va y avoir un goulot d'étranglement et donc du coup vous risquez un retard sur le projet, sur la mise en conformité, parce que justement en fait il n'y a plus de place dans les plannings, ça peut arriver. Et la deuxième, c'est que en fait, dès aujourd'hui, en fait, les solutions PDP qui sont actuellement sur le marché proposent dès aujourd'hui une digitalisation de votre facture, avec la valeur probante à date
de l'obligation actuelle, hein, d'accord ? Ce qui vous permettrait en fait de ne plus imprimer vos factures de vente, ne plus les mettre sous pli et ne plus les envoyer par la poste, puisqu'aujourd'hui, nous avons cette partie-là. Et donc, du coup, cette partie pourrait complètement faire un premier gain de productivité instantané. Enfin, et avant réforme. Donc, ça, pour le coup, on peut le faire. Et après, on a des solutions PDP qui, au-delà de cette option-là, vous permettent également de pouvoir digitaliser le process achat. Digitaliser le process achat, c'est donc du coup, je récupère dès aujourd'hui la facture d'achat, format PDF, hein, parce qu'aujourd'hui, on échange encore en PDF, et je suis capable, grâce à la technologie, de pouvoir faire une capture, faire du coup une préimputation comptable, envoyer dans le RP Compta l'écriture d'achat et de proposer un circuit de validation de ces process. Et donc, tout ça, aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà commencer ces chantiers-là si vous êtes justement sur ce type de besoin. Voilà. Donc, transition parfaite pour le choix de la solution adaptée aux besoins. Et donc là, ici, nous avons notre mission première, c'est d'accompagner nos clients dans la conduite du changement, bien sûr, mais le but, c'est qu'on soit efficace et qu'on puisse finalement avoir un levier de productivité grâce aux outils. Et donc, c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui une gamme de produits à notre catalogue, enfin plusieurs gammes de produits à notre catalogue, on en a plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'on adresse pas forcément le même besoin à chaque fois. Et donc, on a des services qui sont soit complètement intégrés à l'ERP, puisqu'au sein du groupe, on a plusieurs ERP disponibles, mais on a également des solutions PDP qui sont complètement agnostiques, qui sont complètement indépendantes du système d'information, que ce soit GC ou Compta. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi avoir besoin dans un groupe de sociétés qui n'a pas forcément le même outil comptable au sein de toutes ces sociétés, de pouvoir avoir une plateforme unique pour pouvoir on va dire, optimiser l'échange de flux sur la partie RFE. Donc, nos solutions aujourd'hui, elles sont sur 2 pans, intégrées à l'ERP, donc directement à l'initiative du flux de vente. Donc, c'est bien souvent les flux où on va parler qui sont intégrés et donc, du coup, bien souvent intégrés dans le coût également. Donc là, par exemple, pour le groupe Plénitude, on a Sage, on a Cegid, on a Divalto, on a Inform3 et encore d'autres. On a Pennylen, mais ceux-là, ils vont bien évidemment proposer des solutions directement intégrées à l'ERP pour que vous puissiez traiter vos factures. Puis après, on a des solutions qui sont complètement agnostiques sur 3 niveaux de services différents. Une PDP simple et conforme. Ça traite le flux entrant, ça traite le flux sortant, donc avec le invoicing et le reporting. Et j'ai accès à un portail de pilotage, donc je peux y mettre une ou plusieurs sociétés. Je vais piloter comme ça. Et après, j'ai une offre qui est plutôt PDP, mais qui va également faire du process achat. Donc un niveau supérieur, donc qui va me permettre toujours de faire mon flux entrant et le flux sortant avec le invoicing et le reporting et mon portail de pilotage, mais également une démat achat avec workflow, donc simple à complexe. Pourquoi ? Parce que je capte la facture. Donc, du coup, comme je suis demain PDP entrante, elle va directement arriver dans mon outil qui va lire la facture. Grâce au nouveau format, demain, je vais en plus de ça ne plus avoir besoin de reconnaissance OCR. Je vais avoir directement l'information dans les fichiers, puisque du coup, on est sur un fichier normé, Facturix. Donc, ça veut dire que j'ai un PDF plus un petit XML à côté qui me permet d'avoir l'information claire sur les dates, le fournisseur, l'échéance, le montant, etc. Donc, plus de problématiques de reconnaissance optique. Mais je vais également aller jusqu'à donc la mise à disposition d'un fichier ou l'intégration directement dans la comptabilité de mon écriture d'achat. Et éventuellement, j'ai la possibilité de gérer ce qu'on appelle le bon à payer, qui permet en fait de soumettre la facture fournisseur dans un circuit de validation que je peux ouvrir à mes différents directeurs au niveau de la société pour pouvoir après avoir un bon à payer clair, précis. Et donc, du coup,
intégré en compta qui me permet aux équipes Comptafour de pouvoir générer leur campagne de paiement directement et sans plus aucune, on va dire, latence sur savoir si je dois payer cette facture ou pas, est-ce qu'elle est bonne à payer ou pas. Donc voilà pour le niveau intermédiaire. Et puis après, j'ai un troisième niveau. On va encore répondre à un autre besoin. Donc toujours le besoin de PDP, flux entrant, flux sortant, avec mon portail de pilotage. Toujours voilà, cette démat achat avec un circuit de validation, mais je vais pouvoir avoir également une GED intégrée et personnalisable où je vais ouvrir en fait mon outil PDP, non pas que à la compta, et au service financier, mais également à tout autre service dans ma société, puisque elle me propose une GED intégrée et personnalisable. Je peux faire de la Contratech, de la qualité, du RH, je peux faire du process interne, je peux faire voilà beaucoup de choses et des formulaires web avec workflow qui sont disponibles, qui sont soit pur interne, soit en public. Donc là, par exemple, un formulaire, j'ai différents cas d'usage. En interne, ça va être une demande d'achat, une demande d'engagement de dépenses que je vais faire passer par un formulaire. Et en public, ça va être par exemple un lien vers un formulaire, un questionnaire de satisfaction sur mon site web, une demande de SAV, ou alors, d'un point de vue complètement pragmatique, j'ai un nouveau fournisseur avec qui je veux travailler, je lui envoie le lien de la fiche fournisseur chez moi. Et donc, du coup, il va remplir lui-même et pouvoir m'envoyer en pièce jointe directement et de façon obligatoire son cabis, son RIB. Et donc, du coup, comme ça, j'ai toutes les informations pour pouvoir traiter les différentes choses. Voilà. Donc, pour résumer, notre approche, elle va être soit complètement intégrée à l'ERP parce que votre ERP, vous êtes sur des cas d'usage plutôt simples, vous préférez garder votre ERP, soit plutôt sur une solution agnostique qui va avoir plusieurs niveaux de réponse, donc pur PDP, une PDP plus la gestion du cycle achat et une troisième, c'est PDP, la gestion du cycle achat et une ouverture à la GED plus générale pour mon entreprise. Alors, je suis très bavarde. Je m'en excuse. Quentin, est-ce qu'on a des petites questions peut-être? On a pas mal de questions. On va vous laisser en poser d'autres si vous en avez, mais on va déjà essayer de répondre à tout ce que j'ai pu mettre de côté depuis tout à l'heure. Les sociétés qui prélèvent chaque mois leur paiement, abonnement logiciel, téléphonie, Internet, vont-elles aussi devoir passer par un PDP pour envoyer leurs factures aux professions libérales? Tout à fait. Voilà. Il y avait une autre demande liée tout à l'heure à la question de Sophie qui te parlait du schéma sur le flux entrant chez le fournisseur. Elle précise un peu sa demande. Elle demande concernant l'obligation de réception en 2026. Côté fournisseur, est-ce que cela veut dire qu'il doit mettre en place une PDP pour recevoir la facture client alors même que son obligation est pour 2027? Alors, son obligation est pour 2027 uniquement, je le rappelle, en émission. Néanmoins, je suis dans l'obligation de savoir réceptionner une facture en réception, donc du coup, dès 2026. Donc, en tant que client, j'ai l'obligation d'avoir une PDP pour que EDF, qui est une très grande entreprise, puisse en fait me déposer sa facture. En tant que fournisseur, par contre, je ne déposerai mes factures sur la PDP qu'en 2027 si je le souhaite. Parce que mon obligation n'est pas avant. Alors, je précise juste parce qu'il me semble que la question de Sophie, c'était également, vous étiez une micro-entreprise non assujettie à la TVA, hein, d'accord. Exo, de mémoire. J'essaie de remonter. Ça, c'était Aurélia, je crois. Donc, qui peut pardon. Entreprise, je suis exonéré de TVA, mais mes clients PME sont avec TVA. Donc, dans quelle catégorie je me situe? Donc, vous n'avez, vous, pas l'obligation de... Non, vous avez l'obligation de devoir le faire. Enfin, de vous équiper d'une PDP. Alors, j'avais une autre question. Les éditeurs de RP ont-ils une obligation de se mettre en conformité en incluant les interfaçages avec les PDP? Et même question pour le format PDF et FactureX. Alors,
les éditeurs de RP n'ont pas l'obligation de se mettre en conformité en incluant les interfaces avec la PDP. Non, puisque s'ils ne sont pas eux-mêmes PDP, ils n'ont aucune obligation finalement. Ils ont par contre l'obligation de maintenir un logiciel à jour, donc ils auront l'obligation de mettre à disposition, de faire la mise à jour avec les 4 mentions obligatoires. Donc ils n'ont pas l'obligation de le faire. Néanmoins, ils vont tous ou proposer une solution de PDP basique, ou alors en tout cas mettre à disposition une interface, parce que ce serait complètement fou comme choix, on va dire, pour la pérennité de l'outil, de ne pas faciliter cette partie-là. Mais non, ils n'ont pas l'obligation de se mettre en conformité. Après, on en a quand même aujourd'hui 80 outils sur le marché qui ont déclaré vouloir se mettre en conformité avec la RFE et donc du coup être PDP. Après, il faut voir si donc votre ERP fait partie de ces outils. On a aussi des outils qui ont fait le choix donc de ne pas se mettre conformes, mais de le faire en marque blanche ou en marque grise, donc en utilisant un PDP qui lui est déjà certifié. Donc, soit en incluant son service dans l'ERP, soit directement en marque grise, de faire l'interface avec cette PDP-là et donc du coup, éventuellement, de proposer un coût moindre si on choisit le partenaire de l'outil ERP. Alors, comment faut-il aborder les factures générées pour le compte en RFE? Faut-il les déclarer pour nos fournisseurs? Alors, tout va dépendre du cas d'usage dans lequel vous êtes. Tout va dépendre à ce moment-là dans quel usage dans lequel vous êtes, parce que donc soit on va en informer le fournisseur et le tiers payeur, soit on va en informer l'émetteur, donc celui qui a fait la commande pour le compte 2. Donc, tout va dépendre voilà, on en a aujourd'hui 36 et notamment dans ce cas-là, qui est le cas numéro 8 de mémoire, on a plusieurs déclinaisons. Ensuite, la liste des partenaires est sous réserve. Comment savoir si les participantes seront réellement retenues in fine? Alors, pas de certitude, hein, donc bien sûr, ce serait trop utopique de vous le dire. Après, j'ai envie de dire ceux qu'on connaît, qui ont les marques qu'on connaît sur le marché qui sont aujourd'hui pérennes depuis quelques années, depuis quelques décennies, on va dire comme ça. On sait que ça va le faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une société a déposé son dossier à la DGFiP, il a quand même engagé énormément en R&D et en coûts pour pouvoir se mettre en conformité. Donc, encore une fois, soit en nom propre, parce que c'est leur propre technologie qu'ils ont développée, déployée pour répondre au cahier des charges, soit en marque blanche. Et donc, du coup, quand on dit marque blanche, on est plutôt serein là-dessus. Donc, si vous avez l'information, vous pouvez totalement vous fier à ça. Les marques blanches, on est plutôt très serein parce que du coup, ce sont des ERP. Ce sont des outils qui seront complètement certifiés, on en est quasiment sûr. Après, aujourd'hui, on a quand même une dizaine d'acteurs qui sont très engagés, qui sont là depuis le début, qui font partie et qui, des fois, même animent les différents ateliers AFNOR ou FNFE avec la DGFiP. Donc, du coup, on a plutôt une marque de confiance très forte dans ces acteurs-là aujourd'hui. Cegid propose-t-il un module de PDP? Oui, tout à fait. Cegid, dans ces deux gammes, propose un module de PDP. Voilà, que ce soit sur la gamme Flex ou sur la gamme Sprint. Dans le cadre d'une entité publique, si l'ERP permet de générer une facture au format facture X, peut-on imaginer à terme ne plus passer par Chorus Pro? Non, puisque Chorus Pro, en fait, c'est la PDP de l'État. Donc, du coup, alors par contre, ce ne sera pas, vous allez arrêter de déposer sur Chorus Pro. Vous avez émis une facture vers un service de l'État et c'est votre PDP qui ira la déposer sur Chorus Pro.
et qui récupérera les informations de paiement, etc. Donc, le code service sera finalement une des données. Tout à l'heure, quand je vous parlais des données tiers, le nettoyage, ça va faire partie. On va avoir demain, avec l'annuaire, on va avoir de nouveaux champs dans nos fiches tiers qui vont arriver pour qu'on puisse identifier les codes services. Parce que ces codes services-là, finalement, ils sont généralisés. Et c'est notamment grâce à ces codes services-là que moi, en tant que société française, je suis capable de dire, bah tiens, pour mon entrant, c'est ma PDP, donc flux entrant, c'est ma PDP, DocuWare. Pour mon flux sortant, ce sera ma PDP Cegid, Sage, Divalto, peu importe. Et pour ma PDP, alors EDI, donc par exemple tout ce qui concerne des factures sur commande, donc c'était tout ce que j'ai mis, eh ben je vais aller utiliser un fort pour ce genre de PDP. Est-ce qu'il y a un agrément de l'État sur le PDP pour des logiciels de facturation? Tout à fait. Tout à fait. Là, il y a bien un agrément, c'est la certification PDP. Donc, qu'on soit éditeur de logiciels ERP ou éditeur d'outils de démat, on est certifié par la DGFiP et on a bien un agrément. Les agréments sont finalement, donc c'est des certifications définitives, elles seront données uniquement fin d'année 2025. Mais aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà demander à votre interlocuteur PDP provisoire son agrément provisoire. Après, enfin, on a la liste des PDP immatriculés provisoirement, elle est disponible sur impôt.gouv. Alors, tu disais tout à l'heure que l'obligation était limitée aux entreprises assujetties à la TVA. Quid du cas des entreprises BNC? Est-ce qu'elles sont dans l'obligation de recevoir les factures électroniques? Non, vous n'êtes pas dans l'obligation de recevoir les factures électroniques. C'est pour ça qu'il est important pour les PDP de maintenir une distribution mail des factures parce que on a effectivement des entreprises qui ne sont pas soumises à TVA pour lesquelles je n'ai pas de PDP en face. Donc, du coup, il va falloir que je transmette néanmoins ma facture. Donc, voilà, le petit conseil, ce serait d'utiliser une PDP qui est capable également de faire du emailing à valeur probante pour éviter de faire une impression de certaines de nos factures à destination des entreprises non soumises à TVA, donc hors réforme. La liste des cas d'usage est-elle disponible sur le site des impôts? Non. Alors, on a la liste, on a la liste des 36 cas qui est disponible, mais on n'a pas le détail. Donc, pour ça, c'est plutôt les acteurs. Et puis, aujourd'hui, pour être très, très transparent, les cas d'usage ont encore la mention de la PPF qui a été abandonnée en octobre 2024. Et on n'a pas encore eu la mise à jour de la part de la DGFiP sur le cahier des charges des caisses d'usage. Une petite dernière pour la route. Comment va se passer l'inscription des entreprises dans l'annuaire? Eh bien, c'est pas encore, vu que le pilote n'est pas terminé. Donc, du coup, on n'a pas encore eu l'information, mais normalement, c'est une déclaration que vous devez faire sur impôt.gouv pour pouvoir déterminer quel est votre PDP. Mais c'est à l'initiative de la société, c'est-à-dire que c'est moi qui déclare quelle sera ma PDP entrante, sortante, mes codes services, identification bien évidemment également de l'identité de la société. Et donc, du coup, avec des certificats de signature et d'authentification qui seront délivrés par normalement les PDP, mais on n'est pas tout à fait au clair encore là-dessus. Merci Nelly. Alors, il y a encore quelques petites questions, mais qui sont un peu plus spécifiques. Et donc, ce que je vous propose aux personnes qui ont posé ces questions, c'est qu'on vous recontactera pour y répondre, comme elles sont assez spécifiques, juste pour vous. Voilà. Merci Nelly. On arrive au terme de la durée qui nous était impartie pour ce webinaire. Alors, à défaut de suspense, de cascade et d'effets pyrotechniques à gros budget. J'espère que tu auras répondu aux interrogations de tous les participants et participantes. J'espère que vous avez donc beaucoup appris de ce webinaire. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous les poser sur contact@plénitude-groupe.com ainsi qu'à Nelly directement sur son adresse contact @lcs
group.fr, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, merci. Ben voilà, c'est plus Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Merci beaucoup Nelly. Merci et puis sur notre chaîne Groupe Plénitude pour d'autres aventures, parce que je vous rappelle que nous avons également une playlist sur la partie cybersécurité, infogérance à forte valeur ajoutée, avec notamment un prochain webinaire qui va, je pense, intéresser toutes les personnes présentes dans cette salle, puisque nous parlerons de sécurité par design, c'est-à-dire les précautions de cybersécurité à prendre en amont de tous vos projets de RP, de transformation digitale. Donc, je pense que cela vous concerne. Restez à l'écoute. Nous, en tout cas, on prendra beaucoup de plaisir à partager de nouveau des informations avec vous dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, Quentin. Je t'en prie. Au revoir.